السلام عليكم. تسمعوني؟ السلام عليكم. عليكم السلام. وي كنسمعوك أستاذ. دونك رحنا عاد بالثمانية. شنو كيبان لكم نبداو ولا نعينو تجمعوا شويه الطلبه؟ لان بحال كنوصلوا 28 30 40. دونك كيبان لي يمكن نبداو باش نساليو هذا النهار ديجا دونك لي ميزور دو فورم، وفي كل حالات راه كيبقى لونغوجيسترمون في يوتيوب. صافي نبداو. D'accord, monsieur. Bien, donc on reprend notre cours de statistique. Je vais partager avec vous le cours. Vous arrivez à le voir? كيبان لكم؟ Oui. Bien. Oui. Donc, la dernière fois, nous avons commencé et on a pratiquement terminé l'étude des mesures de dispersion. Donc, je vous rappelle qu'est-ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train d'étudier les indicateurs statistiques et on a fini les mesures de position. Donc, les mesures de position, donc on en distingue deux sortes, les mesures de centre. Et le centre, ça peut être une médiane, un mode ou bien une moyenne arithmétique. Et on a vu également les mesures de position relatives, comme les quantiles. On les mesure à l'aide des quantiles, comme le quartile, le décile, le centile, etc. Ça, c'était la première étape. On a dit que le problème des mesures de centre, c'est qu'ils ne donnent aucune idée sur la dispersion des données. Donc, il fallait, dans une deuxième étape, mesurer la dispersion. Là encore, on avait vu qu'il y a deux sortes de mesures de dispersion. Ou bien on va mesurer la dispersion à l'intérieur d'un intervalle. Donc on va prendre par exemple l'intervalle qui va du minimum jusqu'au maximum. C'est ce que nous avons appelé l'intervalle de variation. Ou bien, donc il y a des mesures de dispersion autour d'une valeur centrale. De combien on s'éloigne du centre. Donc on avait vu l'écart absolu moyen, la variance et l'écart type. C'est bon, vous vous rappelez de ces notions? Oui. Bien, donc je vais faire un rappel. Donc on va faire un rappel rapidement donc, sur ces mesures de dispersion. Je vais à la page 148. Donc la page 148. Donc la dernière fois, on a commencé par la dispersion dans un intervalle. Donc on a défini quatre types d'intervalles. Donc l'intervalle, ou bien on peut dire l'intervalle de variation. Et les autres, on peut les appeler des intervalles interquantiles, avec N, quantiles. Et on trouve donc en particulier les intervalles interquartiles, les intervalles interdéciles et les intervalles intercentiles. Les amplitudes de ces intervalles, on les appelle étendues d'une série statistique lorsqu'il s'agit d'un intervalle de variation, ou bien les écarts interquartiles, ou bien étendues interquartiles, écarts interdéciles et écarts intercentiles. Qu'est-ce que cela signifie? Donc, je vais rapidement passer sur ces définitions. Donc, l'intervalle de variation, c'est l'intervalle borné par le minimum de la série et par son maximum. Donc, automatiquement, on voit bien qu'il contient 100% des données. Et son amplitude, c'est ce qu'on appelle l'étendue. L'étendue, c'est la différence entre la borne, entre le maximum et le minimum de la série. Donc, ça, c'était le premier intervalle, une première manière de mesurer la dispersion d'une série statistique, bien d'une distribution statistique. Ensuite, on avait vu l'intervalle interquartile. Donc, intervalle interquartile, c'est l'intervalle borné par le premier quartile et par le troisième, le dernier quartile. Donc, on sait bien qu'il y a 25% d'observations qui sont inférieures au premier quartile et il y a également 25% d'observations qui sont supérieures au troisième quartile. Donc, il va rester à l'intérieur de ces deux quartiles 50% des observations. Donc ici, on a Q1 jusqu'à Q3, c'est un intervalle interquartile. Il contient 50% des observations et son amplitude, c'est ce qu'on appelle l'écart ou bien l'étendue interquartile. C'est simplement la borne supérieure moins la borne inférieure. On a vu également donc l'intervalle interdécile. Donc interdécile, ça veut dire entre le premier et le dernier décile, entre D1 et D9. On sait bien qu'il y a 10% d'observations qui sont inférieures à D1 et 10% d'observations qui sont supérieures à D1.
il va donc rester 80% d'observation entre D1 et D9. Et l'amplitude de cet intervalle, ça veut dire D9 moins D1, c'est ce qu'on appelle l'écart ou bien l'étendue interdécile. Donc enfin, on arrive à l'intervalle intercentile. C'est l'intervalle compris entre le premier centile et le dernier centile, c'est 99, puisqu'il y a 1% d'observations qui sont inférieures à C1 et 1% d'observations qui sont supérieures à C99. Dans cet intervalle, il va rester 98% d'observations. L'étendue, ou bien l'amplitude de cet intervalle, c'est 99 moins C1. Donc, c'est ce qu'on appelle l'écart intercentile ou bien l'étendue intercentile. Je vous ai dit également que on peut regrouper ces éléments dans ce qu'on appelle la boîte de Tukey. Et quel est le principe de cette boîte? C'est que, en fait, on peut présenter plusieurs intervalles de dispersion. Par exemple, on peut mettre ici, dans la borne inférieure, le minimum et le maximum. On a ici donc le premier quartile et le troisième quartile. Entre les deux, on a la médiane et la moyenne. C'est une manière de représenter graphiquement, de décrire graphiquement la dispersion des données. Ça, c'est bon? Bien, ensuite, on est parti à la dispersion autour d'un centre. Donc maintenant, on ne va plus mesurer la dispersion à l'intérieur d'un intervalle, mais on va voir comment sont dispersées les données autour d'un centre et plus précisément autour d'une moyenne arithmétique. Donc je vous ai donné ce schéma. Donc, si on suppose que mes données sont classées sur un axe, donc les modalités donc x1 avec un effectif n1 et la modalité x2 avec un effectif n2, etc. Donc on peut calculer une moyenne arithmétique x bar. Maintenant, comment ou bien de combien s'éloignent de part et d'autre les modalités de ce centre ou bien de cette moyenne. Donc pour caractériser cette dispersion, on a vu d'abord l'écart moyen. L'écart moyen, son problème, c'est qu'il est toujours égal à 0. Donc voici son expression. Il est toujours égal à 0, ça veut dire quelle que soit la dispersion de la série, il est nul. Donc il ne vous donne aucune information sur la dispersion, il ne sert vraiment à rien. Et pourquoi en fait il est nul? Parce que vous avez ici une propriété de la moyenne arithmétique, la somme pondérée des écarts par rapport à la moyenne. Ça, c'est une propriété de la moyenne arithmétique. Cette somme est toujours égale à 0. Donc 0 divisé par un effectif total, c'est toujours égal à 0. Par conséquent, l'écart moyen est toujours nul, donc il ne sert à rien. Donc on ne peut pas mesurer la dispersion à l'aide d'un écart moyen. D'où vient le problème? Le problème vient du fait que ici, les écarts par rapport à la moyenne peuvent être positifs comme ils peuvent être négatifs. Et donc, si on additionne d'une part des éléments positifs, d'autre part des éléments négatifs, donc en fait, on va retrouver 0 parce que les signes positifs et les signes négatifs vont se compenser. Donc, pour résoudre ce problème et se débarrasser de ce signe négatif qui pose problème, donc le premier choix, c'était d'appliquer une valeur absolue. Lorsqu'on applique une valeur absolue à ces écarts, donc on n'a que des valeurs positives. Et donc nécessairement, donc ce qu'on vient de définir ici s'appelle un écart absolu moyen. Donc en fait, c'est juste un écart moyen, mais puisqu'en fait on a appliqué la valeur absolue, donc il s'appelle un écart absolu moyen. Donc c'est exactement la même formule, il y a une seule différence, c'est que ici j'ai des écarts par rapport à la moyenne, et ici on a la valeur absolue des écarts. Donc maintenant, cette grandeur, cet écart absolu moyen, il est positif ou nul. Pourquoi positif? Parce que j'ai que des valeurs absolues. Donc c'est normal qu'il soit positif. Est-ce qu'il peut être nul? Il est nul dans le seul cas où toutes les modalités sont égales entre elles et égales à la moyenne arithmétique. Ça veut dire en fait, on a une seule valeur, la série, elle est constante. Donc c'est le seul cas où cet écart absolu est égal à 0. Il vous dit en fait simplement qu'il n'y a pas de dispersion. La dispersion est nulle parce que toutes les valeurs sont constantes. Elles ne sont pas dispersées. Par contre, si les données sont dispersées, vous aurez un écart absolu moyen positif. On a dit que la limite de l'écart absolu moyen, c'est qu'à l'intérieur, j'ai une valeur absolue. En économie, on n'aime pas les valeurs absolues parce qu'on a besoin de calculer des dérivés. Donc l'alternative, c'est au lieu d'annuler le signe des écarts par une valeur absolue,
une autre solution serait d'appliquer la puissance 2. Vous savez bien qu'un nombre négatif à la puissance 2 devient positif. Et donc, on définit ce qu'on appelle la variance. La variance, c'est simplement donc une moyenne des carrés des écarts par rapport à la moyenne. Et donc, ça, c'est sa formule étendue. On peut l'écrire de manière réduite à l'aide de ce qu'on appelle le théorème de Koenig-Huygens ou bien juste le théorème de Koenig. Et on a démontré cette formule la dernière fois. Et je vous ai dit, c'est c'est une formule qui est pratique, c'est celle qui est plus facile à utiliser parce que vous imaginez que lorsqu'on a des données ici à la puissance 2, facilement, en fait, on va se retrouver avec des nombres très grands. Donc l'avantage de cette deuxième formule, c'est qu'elle est plus simple à appliquer, d'autant plus que la moyenne au carré, donc la moyenne, on l'a déjà calculée, donc il n'y a pas de calcul à faire. Le problème aussi de cette variance, on a dit, c'est qu'elle va transformer les unités de mesure. Si par exemple les xi se sont dépris en dirhams, alors la variance sera exprimée en dirhams au carré qui n'a aucun sens. Et donc pour retrouver l'unité de mesure d'origine, donc il fallait encore se débarrasser de la puissance 2 et appliquer une racine carrée. Donc lorsqu'on applique la racine carrée à la variance, on trouve ce qu'on appelle l'écart type. Donc l'écart type, maintenant, c'est une bonne mesure de dispersion qui ne pose aucun problème. Est-ce que vous vous rappelez de toutes ces étapes? Oui. Donc pour chacune d'elles, on a fait une application et je vous ai dit à titre d'exercice, reprenez, donc je partage avec vous ici l'exercice que je vous ai demandé de faire. Voilà. Donc, la dernière fois, donc, je vous ai dit, vous pouvez le faire chez vous à titre d'exercice. Donc, si on reprend les trois actifs, A, B et C, et si vous avez leur taux de rentabilité 0,00% pour l'actif A, et vous voyez que les données pour A sont constantes, donc il n'y a pas de dispersion, si vous calculez la moyenne, vous trouvez 0, et toutes les valeurs sont également égales à la moyenne 0, donc il n'y a pas de dispersion. D'accord? Pour l'actif B, donc on voit bien qu'il y a une petite variabilité dans les données. Donc les données ne sont pas les mêmes. Il y a une petite dispersion. La moyenne est également 0, mais les données sont dispersées autour de 0. Par contre, pour l'actif C, il y a une forte dispersion. Donc on s'éloigne trop du centre qui est 0. Avec B, on va jusqu'à moins 2 et jusqu'à 2. Avec l'actif C, on peut aller jusqu'à 4 et moins 4. Donc ici, les données sont plus dispersées par rapport à l'actif B. Et il n'y a aucune dispersion dans l'actif A. Maintenant, prenons les trois actifs et mesurons la dispersion par ce que nous avons vu la dernière fois, par l'écart moyen, par l'écart absolu moyen, par la variance et par l'écart type. Donc là, je vous donne directement le résultat. On a dit que l'actif A, il n'y a aucune dispersion. Donc, quelle que soit la mesure utilisée, donc regardez, on a toujours 0. L'écart absolu moyen est nul. Donc, il nous dit qu'il n'y a pas de dispersion dans les rentabilités de l'actif A. La variance également est nulle pour nous dire qu'il n'y a pas de dispersion dans les rentabilités de l'actif A. Et l'écart type est également nul pour nous dire qu'il n'y a aucune dispersion dans les rentabilités de l'actif A. L'écart moyen est nul par définition. Par construction, il est nul. C'est bon? Maintenant, regardez pour l'actif B. On a dit que l'actif B, il y a une dispersion, mais cette dispersion est faible relativement à l'actif C. Donc, cette information doit ressortir. Donc, l'écart moyen, donc, on a dit, il est toujours égal à 0 par construction. C'est un problème de cette mesure, c'est pourquoi on ne l'utilise pas. Maintenant, si on calcule l'écart absolu moyen, pour l'actif B, vous allez trouver 1,2. Et si vous calculez l'écart absolu moyen pour l'actif C, vous allez trouver 2,8. Et regardez bien, 2,8 est supérieur à 1,2. Cela veut dire que la dispersion de l'actif C est supérieure à la dispersion de l'actif B. Et ils ont tous les deux une dispersion qui est supérieure à celle de A qui est nulle. Donc vous voyez bien que déjà l'écart absolu moyen vous donne une idée sur la dispersion.
Est-ce que vous avez remarqué cette différence? Oui. Donc, c'est que déjà pour l'écart absolu moyen, il nous donne une bonne idée, une idée fidèle sur la distribution des données. On voit bien qu'ici, pour l'actif C, les données sont très dispersées. Ça se traduit par un écart absolu moyen très élevé, 2,8. Ici, pour l'actif B, on a des données moins dispersées. Ça se traduit par un écart absolu moyen un peu faible, de 1,2. Et pour l'actif A, les données ne sont pas du tout dispersées, elles sont constantes. Donc la dispersion est nulle. Et vous voyez, vous avez un écart absolu moyen nul. Maintenant, une autre manière de mesurer la dispersion, c'est de calculer la variance. Si on calcule la variance, qu'est-ce que vous avez? Donc, pour la variance de l'actif C est égale à 10, qui est largement supérieure à la variance de l'actif B, qui est égale à 2. Et toutes les deux sont supérieures à la variance de l'actif A, qui est nulle. Pourquoi nulle? Parce que dans A, il n'y a pas de dispersion. Les données sont constantes. Là encore, vous voyez bien que la variance vous donne une information sur la dispersion des données. En fait, mis à part son problème d'unité de mesure. Si on applique la racine carrée pour calculer l'écart type, regardez l'écart type. Donc, qu'est-ce qu'il vous dit? Que la dispersion des données de l'actif C est de 3,16 et elle est supérieure à la dispersion des rentabilités de l'actif B, donc qui est de 1,41. Et qu'est-ce qu'il vous dit également? Que la dispersion des rentabilités de l'actif A est nulle. C'est bon, est-ce que maintenant vous avez saisi, est-ce que vous avez compris ces différentes mesures de dispersion et leur utilité, leurs avantages et leurs limites? Oui. Bien. Oui, monsieur, c'est clair. Bien, donc si c'est clair pour tout le monde, donc on reprend le cours. Donc je reprends le cours, donc celui-là. Voilà. Bien, donc ce qu'on va faire aujourd'hui, donc on va continuer ce que nous avons commencé la dernière fois. Donc on a calculé la variance et l'écart type. Donc on a démontré la formule réduite et on a calculé ces exemples. On a pris deux exemples. Donc on s'est arrêté, on a juste traité le premier exemple sur le besoin mensuel des étudiants en volume de données. Donc, on était en train de calculer la variance et l'écart type, et on a calculé la variance de deux manières différentes, à l'aide de la formule étendue développée, la plus grande valeur, et à l'aide de la formule réduite. Donc, je vous rappelle la démarche. Donc, ici, x, donc notre variable est discrète. Ce qu'il faut faire, donc, il faut dans un premier temps calculer la moyenne x bar. Donc, c'est déjà fait dans la section sur la moyenne. On a déjà calculé la moyenne de ces données et on a trouvé x bar égale à 31,89 gigaoctets. Donc, ça, c'est le centre de notre distribution. Maintenant, de combien on s'éloigne de ce centre en moyenne? En fait, il faut calculer l'écart type. Et pour calculer l'écart type, il faut d'abord calculer une variance. Et pour calculer la variance, vous avez deux formules. Donc, on va les comparer. Donc, pour appliquer la première formule, il faut d'abord calculer les écarts des modalités par rapport à la moyenne, mettre le tout au carré, multiplier par les effectifs, calculer la somme et diviser par l'effectif total. Donc, en fait, c'est ce qu'on a fait dans la dernière colonne. Donc, ici, je n'ai pas mis les détails des calculs, mais si vous prenez xi, ça veut dire 10, moins la moyenne qui est de 31,89, le résultat à la puissance 2, et vous multipliez par l'effectif 15, vous allez trouver cette grande valeur 7187,5815. On passe à la deuxième ligne. Donc, si vous passez à la deuxième ligne, il faut prendre xi qui est égal à 20, 20 moins la moyenne arithmétique qui est de 31,89. Il faut mettre le tout à la puissance 2. Vous multipliez par l'effectif correspondant 17. Le résultat, c'est 2403,3257. Et ainsi de suite. Donc, une fois que vous avez fait tout le calcul, il ne reste plus qu'à calculer la somme. Pourquoi? Parce que là, j'ai la somme de cette expression. Donc, je dois calculer la somme. Et le résultat, c'est 18 378,889. Qu'est-ce qu'il faut faire avec cette somme?
il faut la diviser par l'effectif total n qui est de 90. Si vous divisez par 90, vous avez une variance d'à peu près 204,21. Donc ça, c'est une variance. À mon avis, donc moi je suis d'avis, lorsqu'il s'agit de variance, je ne mets pas d'unité de mesure. Ou bien, on peut mettre une unité de mesure entre parenthèses pour dire qu'elle n'a pas de signification concrète. Je vous rappelle que le dirham au carré n'a aucun sens. Donc moi, je préfère ne pas mettre d'unité de mesure. Et je passe directement au calcul. Je ne m'arrête pas à la variance, parce que la variance, c'est juste, on va dire, une étape intermédiaire dans le calcul de l'écart type. هاد la variance هذه راه غير واحد المرحله دزنا منها باش نحسبوا l'écart type. يعني ما خصناش نتوقفوا فيها. Donc pour calculer l'écart type, on applique la racine carrée à la variance. Donc racine carrée de 204,21, c'est à peu près 14,29 gigaoctets. Donc là, il faut être sûr qu'il n'y a pas de problème au niveau de l'unité de mesure. C'est bien des gigaoctets. Donc ça, c'est le résultat en appliquant la formule détaillée, la formule développée de la variance. Maintenant, calculons cette variance en passant par la formule réduite. Que dit la formule réduite? Je vous rappelle l'astuce pour se rappeler de cette expression. Vous écrivez x bar moins x bar. Ça fait, donc vous commencez par écrire x bar moins x bar. Ensuite, le 2, il est sous la barre et il devient au-dessus de la barre. تبداو تكتبوا x bar ناقص x bar. هاد الجوج راه كان تحت العارضه ورجع من فوق منها. Donc que signifie x au carré bar? Ça signifie en fait la moyenne des x au carré. Donc il faut calculer la moyenne des x au carré. Et pour calculer la moyenne des x au carré, donc l'expression, vous l'avez ici, la moyenne des carrés. Regardez, donc ça ressemble à une moyenne, mais ce n'est pas la moyenne des x, c'est la moyenne des x au carré. Donc ici, vous avez puissance 2. Donc il faut d'abord mettre les modalités à la puissance 2, les multiplier par les effectifs, faire la somme et diviser par l'effectif total. Donc, vous avez ici, dans la troisième colonne, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, on a pris les xi et on les a mis au carré. Donc, 10 puissance 2, c'est 100. 100 multiplié par 15, l'effectif, le résultat, c'est 1500. Dans la deuxième ligne, vous prenez encore la modalité 20, vous la mettez au carré. Donc, 20 au carré, ça fait 400. 400 multiplié par 17, c'est 6800. Et ainsi de suite. Donc, il faut prendre tous ces éléments, calculer leur somme et diviser par l'effectif total, 90. Donc, la somme, c'est 109 900, 109 900, qu'il faut diviser par l'effectif total. Moins, dans la deuxième partie, le carré de la moyenne arithmétique, moins le carré, la puissance 2, de la moyenne arithmétique que nous avons déjà calculée précédemment, 31,89. Donc, après calcul, vous avez une variance d'à peu près 204,14. Elle est légèrement différente du premier résultat, c'est tout à fait normal. En fait, vous trouverez pratiquement jamais la même variance avec les deux formules, même si théoriquement les deux formules sont équivalentes. Les deux formules, nous l'avons démontré, elles sont équivalentes. Et pourtant, il est vraiment très rare qu'elles donnent le même résultat. Vous avez des résultats légèrement différents. Mais ne vous inquiétez pas, donc cette différence, elle se réduit lorsque vous calculez l'écart type. Donc, quel est l'écart type? Quel est donc l'écart type en appliquant la racine carrée à 204,14? C'est de 14,29, c'est exactement la valeur précédente. Maintenant, on a calculé l'écart type de deux manières. On a trouvé 14,29 gigas. Quelle est sa signification? Je vous ai dit, donc un écart type, entre autres, il vous indique de combien, en moyenne, on s'éloigne du centre. Donc ici, vous avez un centre de 31,89. En moyenne, on s'éloigne de 14,29 de ce centre, à droite et à gauche. À droite, on s'éloigne de 14,29 et à gauche de 14,29. De part et d'autre, en moyenne, on s'éloigne de 14,29 de cet écart type.
Est-ce que ce calcul est clair? Est-ce que cette interprétation est comprise? Oui, monsieur. Bien. Donc, je vous rappelle que nous sommes en train de mesurer la dispersion autour du centre et on l'a déjà fait à l'aide de l'écart absolu moyen. Lorsqu'on a calculé l'écart absolu moyen pour mesurer la même chose, donc on n'a pas trouvé le même résultat. On a trouvé juste 12,50. Donc, on a deux mesures de dispersion qui ne donnent pas le même résultat. Est-ce que c'est normal? Je vous ai dit oui. Et on a toujours pris l'exemple de la température. On veut mesurer la température, vous avez deux échelles. L'échelle de Celsius et vous avez l'échelle de Fahrenheit. Donc, les deux échelles mesurent la même température, mais elles ne vous donnent pas la même valeur. C'est bon? Donc, ici, on a juste, c'est comme si on avait changé d'outil de mesure. Donc, c'est tout à fait normal d'avoir des résultats différents. Ensuite, donc là, on passe maintenant, donc la dernière fois, on s'était arrêté à ce niveau. Il ne reste plus qu'à voir le deuxième exemple, comment calculer la variance dans le cas d'une variable continue. Donc, lorsqu'il s'agit d'une variable continue, les données se présentent sous forme de classe. Et puisqu'on ne peut pas travailler sur une classe, on va la remplacer par le centre. Donc, il faut d'abord calculer le centre de chacune des classes. Et les formules ne changent pas. Donc, au lieu d'avoir les modalités XI, on a les centres des classes CI tout simplement. Donc, en appliquant les deux formules précédentes, regardez, donc la formule développée, c'est donc 1 sur L la somme des NI. Avant, j'avais XI moins X bar. Maintenant, ça devient simplement CI moins X bar au carré. C'est bon? Donc, je vais vous expliquer ceci rapidement. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, encore, on va prendre, il faut calculer les NI, CI moins X bar au carré dans une dernière colonne ici. Ça fait. Ensuite, on calcule la somme et on divise cette somme par l'effectif total. Donc, comment calculer, par exemple, cette expression pour la première ligne? On va prendre le centre qui est de 2. Donc, ici, vous avez le centre 2, moins la moyenne qui est de 7,91. Le résultat sera mis à la puissance 2, puis on multiplie par l'effectif 20 de la première ligne. Et on va trouver 698,562. Pour la deuxième ligne, on prend la valeur du centre 6, moins la moyenne, 7,91. Donc, on a calculé CI moins la moyenne. Il faut maintenant mettre le résultat à la puissance 2 et multiplier par l'effectif 24 de la deuxième ligne. Et le résultat, c'est 87,5544. Et ainsi de suite. Une fois qu'on a calculé tous ces éléments, donc il ne reste plus qu'à faire la somme, et la somme est égale à 1703,289. Donc il faut diviser, donc 1703,289, qu'il faut diviser par l'effectif total 90. Et vous avez une variance d'à peu près 18,93 selon cette première formule. Et on ne s'arrête pas là. Donc on passe à l'écart type en appliquant simplement la racine carrée à ce résultat. Et la racine carrée de 18,93, c'est d'à peu près 4,35. Puisqu'on travaille ici sur des heures, donc les besoins mensuels en durée d'appel, il ne faut pas oublier l'unité de mesure, 4,35 heures. Maintenant, on peut calculer la variance en passant par la formule réduite. Vous avez déjà calculé la moyenne précédemment, le x bar de 7,91. Donc au carré, donc le résultat ne pose aucun problème. Ce qui manque, c'est de calculer la moyenne des carrés des valeurs. Donc ici, nous avons le centre. Il faut d'abord le mettre au carré. Donc 2 fois 2, ça fait 4. Et 4 fois 20, ça fait 80. Donc ici, on a les centres au carré multipliés par les effectifs. 6 au carré, c'est 36. Et 36 fois 24, c'est 864. Et ainsi de suite. Donc le total, c'est 7336 qu'il faut diviser par 90. Et le résultat de la variance selon cette formule réduite, c'est d'environ 18,94. Regardez, il y a toujours une légère différence entre les deux formules.
Si vous appliquez la racine carrée à cette variance pour obtenir l'écart type, donc vous allez trouver 4,35 heures. Donc ici, en fait, par hasard, vous avez le même écart type, mais en général, même les écarts types sont légèrement différents. Que signifient ces deux valeurs, ces deux écarts types? Donc en fait, on a les besoins mensuels des étudiants en durée d'appel. Le centre se trouve à la valeur 7,91, c'est le marquez. De combien on s'éloigne de ce centre? On s'éloigne de l'écart type, de 4,35 à droite et à gauche. C'est bon? Avez-vous Oui. des questions ou des remarques ou bien avez-vous rencontré des difficultés dans le calcul de tous ces éléments? Non, c'est clair. En fait, ça devient juste une mécanique cérébrale, donc ça, il faut juste s'exercer. Donc il Oui, n'y a c'est pas pratique. de... Donc voilà, donc il faut juste s'exercer sur des exercices pour... finalement, ce qu'il faut retenir, c'est les formules. Ben, une fois que vous avez les formules, donc il faut être juste intelligent pour savoir tracer ce tableau et le remplir. Donc ça ne demande aucun effort intellectuel particulier. C'est bon? Exactement. Oui. Oui, monsieur. Donc là, avant de passer à la suite, il y a une petite remarque. Donc là, de toute façon, Zoom va se déconnecter maintenant, qu'il m'a envoyé un message. Donc la variance n'a pas de signification concrète. Donc et là, vous comprenez pourquoi. Donc cette première phrase. Si les données sont en dirhams, vous avez des dirhams au carré. Mais le pire, c'est encore lorsque vous avez, par exemple, des données en mètres. En mètres, ce sont des mesures de distance. Et si vous calculez une variance, vous allez vous retrouver avec une unité de mesure qui est trompeuse. Vous allez vous retrouver avec des mètres au carré. Et le mètre au carré, c'est une mesure de surface. Donc, il faut vraiment faire attention. Lorsque vous calculez la variance, il faut être en fait, il faut savoir que l'unité de mesure est transformée. Donc, d'où la remarque précédente, je vous ai dit, pour ma part, lorsqu'il s'agit de calculer la variance, de deux choses. Une, ou bien je ne mets pas d'unité de mesure, ou bien je la mets entre parenthèses pour dire il faut faire attention. Mais de préférence, je ne la mets pas et je passe directement au calcul de l'écart type. Donc, ça, c'est l'objet de cette remarque. Donc, la variance n'a pas de signification concrète. Il s'agit simplement d'une étape intermédiaire dans le calcul de l'écart type. يعني كاين واحد المرحلة في الوسط قبل ما نحسبوا l'écart type. Néanmoins, elle peut être utilisée comme mesure de dispersion tout en prenant garde à interpréter l'unité de mesure transformée à la puissance 2. Ça fait donc on peut se servir de la variance comme mesure de dispersion. Il faut juste faire attention à l'interprétation de l'unité de mesure qui est transformée à la puissance 2. Pourquoi? Parce que ceci peut induire en erreur. Cette unité de mesure peut vous induire en erreur. Je vous ai donné ici des exemples. Par exemple, à titre d'exemple, le mètre, donc le mètre, qui est une mesure de longueur, se transforme en mètre carré, qui est plutôt une unité de mesure des surfaces. Donc là, ça peut vous induire en erreur. De l'autre côté, le litre, donc si vous avez des unités de mesure en litres, donc va se transformer en litre carré. Mais le litre au carré n'a aucun sens. Ça fait donc il faut faire attention donc à la variance qu'il faut manipuler avec précaution. C'est bon pour cette remarque? Oui, c'est compris.